Bonjour, donc bienvenue dans cette étude de cas VFX consacrée à la série Le Tour du monde en 80 jours. Donc, moi je suis Hugues Namur, donc j'assurais la supervision des plans VFX assurés par MPC sur ce show. Et donc je suis entouré de Delphine qui était à la production, des effets visuels, Christophe Courgeot qui s'occupait des environnements, Florian à la 3D et Perry qui était avec nous en coordination sur ce projet. Donc, je vais vous parler un petit peu, je vais resituer. Donc, c'est une série, donc Le Tour du monde en 80 jours, c'est une série créée par Ashley Farrowa et Caleb Ranson, adaptée du roman de Jules Verne. Le format, c'est 8 épisodes. Et le titre, Phileas Fogg, était joué par David Tennant. Donc, pour parler un peu chronologie du projet, c'est un projet qui a été amorcé au printemps 2019. Avec des premiers demandes de devis. Dis-moi si je me trompe. Oui, c'est à peu près le moment où on a commencé à être sollicité pour les devis et ça a duré de longs mois avant le démarrage du tournage qui était effectif fin 2019. Voilà, et le Covid a un peu bouleversé tout ça. Oui, puisqu'en fait, au bout d'un mois de tournage, ils ont dû arrêter la production. Donc c'était en mars 2020. Ouais. Et le tournage a été arrêté pendant 6 mois. Ouais, il n'a pu reprendre que fin 2020. Voilà, donc nous, en fait, la répercussion sur la fabrication, c'est qu'on a commencé à fabriquer sur un petit rythme. On a commencé par l'épisode 3, et donc ça, c'était en décembre 2020. Pour une livraison, donc on a livré tous les plans septembre-octobre, fin septembre, on va dire 2021. Et la diffusion de la série s'est faite en décembre 2021. Donc en fait, les équipes MPC ont travaillé sur l'épisode 3. On était tout seuls sur l'intégralité de l'épisode 3. Les épisodes 1, 2, 7 et 8, il y avait plusieurs studios qui ont fabriqué les effets, dont MacGuff. Voilà. Il n'y avait pas de plan partagé, c'était vraiment chacun avait ses plans. Oui, on avait en commun effectivement l'épisode 2. L'épisode 2, tous les épisodes en fait, le 2, le 7 et le 8. Même le 1 ? Ouais. Ah d'accord. Ah, le 1. Le 1, je suis pas sûr. Avec le recul, un petit doute. Voilà. Donc en fait, nous avons fabriqué 350 plans qui nous ont fait une belle diversité d'effets à fabriquer. Voilà. En termes d'équipe, donc en France, c'était environ 30 personnes sur toute la durée de la fabrication, en sachant qu'on a eu un noyau de 15 personnes qui étaient là sur une période plus longue, on va dire. Je ne sais pas si je suis très claire, mais bon, voilà. Et nous avons été bien aidés par le studio de Bangalore pour les tasks de roto, prep. Voilà. En termes, je voulais parler un peu en termes de challenge de production. Moi, j'ai vu deux points un peu importants. Le premier, c'était rester dans l'enveloppe budgétaire qui était quand même assez restreinte, tout en restant force de proposition auprès du client. Et le deuxième point, c'était qu'on a dû effectivement faire preuve d'une grande flexibilité en termes de planning et d'organisation. Voilà, moi, c'est un peu ce qui me reste Oui, et c'est vrai qu'en termes budgétaires, on avait dès le départ une contrainte assez forte. En fait, le budget des VFX n'était pas très conséquent par rapport à ce qu'on peut imaginer sur une série de 80 jours, hein, donc un voyage autour du monde. Je pense aussi qu'il y avait certainement la possibilité au tournage de décors naturels et de choses assez spectaculaires en repérage, mais qui ont été rendues difficiles par le tournage en période Covid. Et donc, en fait, il a fallu ensuite, après le tournage, réussir à compenser ça au mieux, donc en étant le plus possible force de proposition, étant créatif, mais et en même temps, l'enveloppe des VFX n'avait pas augmenté. En fait, c'était même limite plus compliqué parce qu'il y a une partie des imprévus de budget qui avaient été pris sur les aléas du tournage. Donc, avant de rentrer dans les détails et de regarder des images et de parler de la fabrication plus précise, nous allons vous présenter la bande-annonce. Phileas Fogg. Fogg? The adventurer? Well, yes, I suppose. So this must be... My companions, Abigail Fix, journalist. I'm here to cover your progress for the Daily Telegraph. What? No.
Oh no. And pass for 2. Someone tried to kill you. No. I'm going to circumnavigate the globe in 80 days. Some are born to adventure, and others, frankly, are not. It's safer for us to stay dead. Round the world, my friend, in 80 days. Nothing can stop us now. No! There's a fly in my actual eye! An actual fly in my eye! You really think you can cross the entire globe in just 80 days? Certainly, madame. Or die trying. Phileas Fogg. You may have heard of me. Papers? Yes? Then let the adventure begin. Why can't we get a train like normal people? Voilà, donc là dans la bande-annonce, on a pu voir, on a un aperçu assez large du type d'effets pour cette série. D'ailleurs, la plupart des effets que l'on voit dans la bande-annonce sont plutôt des effets qui ont été faits chez nous, hein, Ouais. je crois. Donc en fait, si on essaie d'établir une typologie de ces effets, on a effectivement des choses qui relèvent de ce qu'on appelle l'establishing. Donc il y a des endroits, en fait, il faut donner au spectateur à voir l'endroit où il se trouve à un moment donné. Donc on doit présenter Londres, on doit présenter Paris, on doit présenter New York, voilà. Donc ça, ce sont des travaux assez classiques dits de matte painting. Dans la bande-annonce, on a un aperçu donc d'un mat assez important dans l'épisode 1. Donc c'est ce panorama londonien. Qui était assez intéressant parce qu'en fait, on est dans un quartier de Londres, mais pas n'importe quel quartier, et ça a donné l'occasion à quelques allers-retours avec la production anglaise, qui était très très pointue sur le design, sur l'architecture des petites maisons qu'on peut voir sur cette place en avant-plan. On avait des propositions qui nous semblaient, de notre point de vue français, tout à fait pertinentes, mais qui manifestement ne collaient pas. Voilà. C'est un type d'ajustement fin que l'on est amené à faire pour garantir la crédibilité des choses, en fait, quand on travaille sur ce genre de plan. Ensuite, alors on n'en voit pas grand-chose dans la bande-annonce, mais il y avait un gros travail d'établissement également sur l'épisode 8, pour la ville de New York. En fait, on est au moment, en 1872, où se construisent les premiers ponts à New York, au sud de l'Hudson. Et donc le pont de Brooklyn n'est pas encore construit complètement à l'époque. Alors on a un petit peu triché de quelques années, parce qu'en fait, en réalité, en 1872, il y avait seulement une grande pile géante, et pas de tablier. Alors, on a prolongé quand même de quelques dizaines de mètres le tablier pour que visuellement ce soit plus intéressant. Et on a des vues donc, de ce pont depuis le bateau que s'apprêtent à prendre nos héros pour rentrer en Europe à la fin de l'épisode 8. Voilà, donc ça c'était aussi un travail assez important parce qu'il n'y avait pas que le pont de Brooklyn, mais on avait dans le champ le quai en contrebas, les immeubles de Manhattan sur la gauche, voilà. Il y avait plusieurs axes. C'est un décor qu'on a réussi à proposer en 3D, de sorte qu'on a pu proposer différents axes cohérents. Et voilà, ça c'était un travail assez important sur l'épisode 8. Et puis après, des choses qui sont plus classiques, dans l'épisode 7, on est dans l'Ouest américain, mais en fait on a filmé en Roumanie. Donc on a remplacé les arrière-plans, on a ramené des montagnes un peu plus épiques. Et voilà. Et alors après, bien sûr, des choses qui sont plus spécifiques à la 3D, le ballon. À la fin de l'épisode 1, ce ballon était partiellement construit au tournage, donc la partie inférieure du ballon en interaction avec la comédie, mais tous les plans où on voit le ballon en vol, il est soit reconstitué sur sa partie haute, c'est ce qu'on voit avec le plan au-dessus des Alpes au soleil couchant, donc la partie basse est en live avec les comédiens à l'intérieur, la partie haute est refaite en 3D, puis il y a un plan où on est au soleil couchant, on passe au-dessus des nuages, au-dessus des montagnes, et là en fait tout est en 3D, y compris la nacelle. Et ensuite, une troisième catégorie qui relève plutôt de l'usage classique des fonds bleus, des fonds verts sur un plateau. Donc le train dans l'épisode 2, en fait ce train n'est quasiment jamais en marche. Donc quand on est dans le train, tout ce qui se passe à l'extérieur, ce sont des pelures qui viennent remplacer des fonds bleus, des fonds verts. Il y a même quelques plans à l'extérieur du train où la caméra, il y a un mouvement de grue qui suit les personnages, qui passent d'un wagon à l'autre, qui passent vers
le tender, on prend du charbon pour remplir le moteur de locomotive, etc. Le train est à l'arrêt, donc on a refait les bas-côtés de la voie ferrée en mouvement, on a réinjecté des reflets dans les vitres, dans les parois métalliques des wagons, etc. etc. Et bien sûr, la nacelle du ballon, elle aussi, a été tournée avec les comédiens sur un fond d'incrustation. Donc quand ils survolent Paris et quand ils survolent les Alpes, là aussi, il y a un travail assez conséquent de remplacement de fond bleu, fond vert. Et sans oublier les bateaux, puisque tous les ponts de bateaux ont été tournés en studio. Alors on n'a pas fait tous les ponts de bateaux de la série, mais on a traité ceux de l'épisode 1, quand on traverse le Channel, au tout début de l'aventure. Voilà, donc je crois avoir donné un petit éventail, un petit aperçu assez large du type d'effet qu'on avait. Et c'était assez excitant parce que ça donne l'occasion de voyager aussi par nos images. Après ce survol un petit peu rapide des différents types d'effets, je vais passer la parole à Christophe qui va vous parler plus précisément des travaux de matte painting et d'environnement sur la série. Bonjour, je m'appelle Christophe Courgeot. Du coup, j'ai été en charge de tout ce qui était matte painting environnement sur la série 80 Days. Et on peut parler un petit peu de ce qu'on appelle matte painting dans le jargon de la post-prod, c'est la création d'un décor en complément de ce qu'on a tourné. C'est-à-dire qu'en gros, on sait qu'on peut construire ou tourner à un certain endroit, mais l'extension et les choses à rajouter en distance coûteraient beaucoup trop cher à fabriquer et seraient totalement absurdes à fabriquer, par exemple pour un plan. Donc du coup, on décide de le faire en post-prod, d'isoler une partie du tournage, généralement celle où sont les acteurs, et on va compléter, rajouter, changer ou même complètement changer le décor sur lequel les acteurs ont été tournés. Donc on a vraiment beaucoup de cas de figure sur cette série-là, puisqu'on a fait des environnements qui sont soit du complément en painting, en photo, ou des choses un peu plus compliquées en 2D et demi, ou même carrément en construction 3D pour ce qui est de la séquence sur le bateau à New York. Généralement, tout ce qu'on fait, c'est très documenté. On essaye de récupérer dans un premier temps les documents de la déco et puis de notre part aussi, on va chercher à faire une recherche plus poussée et plus orientée par rapport aux shots qu'on a besoin de faire et petit à petit construire et proposer un décor qui va pouvoir compléter ce qu'ils ont tourné sur fond bleu. Donc là, on peut voir qu'on a fait plusieurs choses. Il y a d'une part le complément du bateau qui a été fait en 2D et demi sur une base de photos qui ont été prises sur le tournage, et puis du coup une proposition de décor qui est faite sur 3 axes, sur toute la comédie qui a pu être jouée sur le pont du bateau. Donc on voit qu'on est sur 90 degrés de champ. Donc il y a l'avant du bateau qu'on a complété pour donner un petit peu de vie et de profondeur à ce bateau, et puis l'arrière pour compléter ce qui est au fond bleu. Et surtout, le gros du travail, ça a été de matérialiser un New York à cette époque-là, en trichant un petit peu sur l'époque d'une vingtaine d'années, pour avoir des gratte-ciel en construction qui est plus proche de ce que les gens ont l'habitude de voir et d'imaginer étant New York. Donc on a fait quelque chose de très très chargé en termes de vie sur les quais, avec beaucoup de détails, beaucoup de props, des bateaux, etc. Et on a imaginé un New York en construction qui commençait à émerger avec des gratte-ciel. Donc ça, c'est justement un tournage qu'on appelle un tournage backlot, c'est-à-dire qu'ils construisent une partie du décor suffisamment pour pouvoir dépasser la tête des acteurs généralement. Le haut des buildings est rarement fait parce qu'on ne le voit pas trop, et de toute façon, à un moment, si on fait une rue, il faut faire l'extension. Donc d'un côté, ils ont construit une rue hantée sur laquelle on a intervenu pour matérialiser ce qu'on a l'habitude de voir au-dessus des toits de New York, c'est-à-dire des réservoirs, un peu de publicité, et puis derrière, pareil, un début de gratte-ciel. Et puis de l'autre côté, quelque chose qui est un petit peu plus industriel, avec des hangars, et puis ce pont de Brooklyn qui est en point de mire, qui sert à raconter l'histoire, comme quoi les protagonistes vont
vont vers le quai, quoi. Et ça, c'est un mélange, pareil, de rendu 3D suffisant, j'ai envie de dire. Ce qu'on appelle suffisant, c'est-à-dire que par rapport aux gens de la CG qui vont faire des assets qui sont utilisables sur tous les angles et à une distance qui est vachement plus proche que ce que nous on fait, nous on va le faire uniquement par rapport à un cadre. Et donc on a des assets qui ne sont pas forcément très détaillés, mais qui rajoutent et qui sont repeints par-dessus et qui rajoutent un niveau de détail plus important parce qu'il y a un fourmillement d'assets plutôt que quelques assets très très bien faits. C'est plus sur la variété et sur la façon de raconter l'histoire que ça se passe entre la CG et Pinot, quoi. Donc là, ouais, c'est la même technique. On a dû effacer une partie du décor parce que c'est pas ça qui les intéressait au tournage. Ils voulaient une vue déjà beaucoup plus dégagée. Donc, on a proposé au départ des buildings. Petit à petit, ces buildings ont été changés pour qu'ils puissent être raccord avec l'histoire et le quartier dans lequel ils sont supposés être. Donc ça, en termes techniques, c'est une modélisation 3D qui est juste minimale. C'est-à-dire qu'on a tout ce qui dépasse, la position des fenêtres, la position des portes, et puis un placement des grilles qui est assez précis parce que ça permet aux gens du compositing de pouvoir garder une grande partie des chevaux, une grande partie des personnages, parce que les chevaux, ça a des crinières, c'est compliqué à intégrer, etc. Donc on a essayé de garder le plus possible le bas de l'image originale pour que le compositing se passe mieux et ce soit plus agréable à regarder. Et pour ce qui est du fond de cadre, on s'est servi de référence principalement de ce que nous a donné la prod, qui a été particulièrement précise sur leurs besoins, leur envie, à nous faire changer plusieurs fois le positionnement des monuments un peu iconiques de ce qu'on pourrait voir de cet axe-là. Et puis, il y a eu aussi des matte painting beaucoup plus classiques qui sont uniquement basés sur de la photo et puis beaucoup de paint. Ça a beaucoup varié sur leur demande. C'est-à-dire qu'au départ, on était sur vraiment quelque chose de très, très anecdotique. Il y avait l'évocation au loin d'une petite baie au milieu de rien et il fallait juste positionner un petit carré bleu avec quelques carrés blancs qui seraient une ville. Et petit à petit, cet espace s'est retrouvé agrandi. On a dû composer assez vite avec la problématique de lumière qui ne donnait pas forcément la lisibilité sur ce qu'on devait regarder. Donc du coup, on a cherché des tricks pour que on puisse déjà avoir un œil qui soit attiré par la ville et ensuite terraformer un petit peu le terrain pour qu'il puisse avoir l'air de recevoir cette ville et ensuite travailler sur les bâtiments pour que on sente un peu plus d'éclat et que le regard soit un peu plus attiré et qu'il sorte un petit peu plus en couleur et en luminance par rapport au décor existant, quoi. C'est vrai que ce qui est frappant sur ce plan, c'est que la lumière au tournage est très diffuse au premier abord. Et en fait, on a réussi à l'étalonnage à aller chercher le peu d'infos de direction de lumière qu'on avait sur le live, qui permet de justifier ce pinceau de lumière sur la ville au loin. Et c'est vrai que c'était assez délicat d'obtenir cet équilibre entre ce qui avait été tourné et ce qu'on pouvait nous donner en lisibilité, quoi. Et puis pour terminer, on a travaillé aussi sur quelques backgrounds qui servaient à matérialiser leur fuite depuis Paris et leur permettre de traverser les Alpes. Donc du coup, tout ça a été construit autour d'une évolution de lumière. Ils partent de Paris avec une idée de fin d'après-midi. Là, la majeure partie du travail qu'on a pu faire, c'est de la retouche image avec surtout de l'anachronisme à enlever sur des photos qu'on avait. Et sur le dernier plan du film où ils arrivent sur les Alpes, c'est un mélange un peu compliqué de rendu 3D. On est intervenu pas mal sur la plate qui avait été choisie pour
pour les Alpes, qui est de base quelque chose tourné en plein après-midi. On a altéré énormément en changeant le ciel, en relightant un petit peu les faces des montagnes pour que c'est l'air d'éclairer par un coucher de soleil, et que l'ensemble reste cohérent sur les 3 plans qu'on peut voir, à savoir cette espèce de soleil qui se couche petit à petit et qui a des lueurs orangées et bleu foncé, quoi. Bonjour, je m'appelle Péric. Je travaille en tant que coordinateur de production à Micros depuis un peu plus d'1 an, ce qui fait que le Tour du monde en 80 jours, c'était mon premier projet, parce que je suis arrivé sur ce projet. Et comme Delphine l'a dit tout à l'heure, c'est effectivement un projet qui était hyper diversifié, hyper complexe, avec beaucoup de variété dans les effets, ce qui fait que c'était hyper formateur et il y avait plein de techniques à voir et plein de choses à faire. Donc c'était vraiment hyper cool de travailler sur ce projet. Donc moi, je travaille en tant que coordinateur de production, ce qui fait que j'interviens à différents moments dans la fabrication d'un plan. En fait, j'interviens entre chaque grosse étape de la fabrication. Et puis, j'oriente les éléments techniques, les instructions du superviseur client, du réalisateur de la série. Il y a à plein de moments, j'interviens pour orienter, que ce soit une séquence d'images ou une instruction ou un brief ou quelque chose, des éléments qui vont servir à fabriquer le plan. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça avec le plan dont Christophe parlait juste avant, avec ce fameux plan de la montgolfière qui survole les Alpes pendant un coucher de soleil. Alors, c'est un plan qui a lourd enjeu créatif, donc les besoins en effets spéciaux de ce plan ont été pensés dès la pré-production par le superviseur et toute l'équipe de pré-prod. Mais pour un plan un petit peu plus anodin, les besoins sont analysés par Hugues, par le lead 2D. Voilà, et en fait, toutes les conclusions qui sont tirées de cette analyse de besoins de plan, ça va me donner comme information plein d'étapes techniques à préparer. Donc là, par exemple, il faut matcher la caméra avec ce qui a été tourné sur place pour pouvoir avoir une caméra virtuelle qui va servir aux équipes de Florian en images de synthèse pour pouvoir intégrer leur ballon en 3D. Donc, pour ça, je vais envoyer le plan au Match Move. Donc, on travaille avec un intermittent français qui fait du super boulot en Match Move. Et donc, lui, il va calculer la caméra virtuelle à partir de l'image, mais aussi à partir des mesures qui viennent du tournage directement, toutes les informations techniques de la caméra. Et sur le Tour du monde en 80 jours, on avait des cahiers de tournage hyper détaillés. Et du coup, mon boulot, c'était de les éplucher, trouver la longueur focale, la taille du capteur, que ça peut être la mesure d'un bateau, la mesure du ballon, la mesure du train, combien mesurent les éléments de décor. Et à partir de toutes ces données-là, le Match Mover, et à partir des images, évidemment, le Match Mover peut travailler et matcher la caméra en 3D. Donc le Match Mover s'appuie aussi sur les croix que vous pouvez voir sur le fond bleu, qui vont lui donner des éléments concrets dans l'image fixe. Mais ces éléments sont après en kikinant quand on veut faire une incrustation en chroma key. Donc là, il faut les effacer pour avoir un fond bleu uniformément bleu, ce qui va beaucoup aider les équipes de compo. Donc pour ça, là, j'interviens encore en envoyant le plan à nos équipes de Paint Prep en Inde, parce qu'on a travaillé avec MPC Bangalore beaucoup pendant ce projet. Et donc, c'était aussi une collaboration de longue haleine et assez efficace. Donc, j'envoie ces instructions avec l'appui de Nicolas Borins, notre lead 2D. J'envoie ces instructions aux équipes indiennes qui vont effacer les croix et mettre du bleu uniforme partout. Et vous pouvez regarder au niveau de la nacelle, on voit que le fond bleu n'est pas uniforme là encore.
Et là, il suffit pas juste de donner une petite touche pour uniformiser le bleu, il faut carrément découper image par image avec de la rotoscopie. Donc là, pareil, on envoie à une deuxième équipe en Inde, une équipe de rotoscopie. Donc, on est d'abord un rotobrief avec Nicolas, notre lead 2D. Et puis, moi, je m'occupe de l'envoyer, de dialoguer avec les Indiens, savoir combien de temps ça va leur prendre, combien de personnes ils peuvent mettre sur le projet. On en discute avec Delphine, la productrice, et on voit comment on peut intégrer tout ça à notre propre planning de fabrication. Une fois que ces 3 éléments reviennent en France, eh bien, la caméra virtuelle va directement à la 3D, donc je la fournis ça repasse encore par moi. Je la passe à la 3D. Je passe la Paint Prep et la roto à Nicolas, notre lead 2D, pour qu'il vérifie et qu'il puisse valider ou non les plans. Ensuite, ces éléments sont combinés dans une maquette de compositing. Comme Christophe l'a noté tout à l'heure, sur ce shot, on a utilisé un stock footage. Donc, on en a proposé plusieurs. Au final, il y en a un qui a été retenu. Une fois qu'il y a eu plusieurs allers-retours avec le client et qu'ils ont retenu un de StockShot, eh ben, il faut évidemment l'acheter auprès de l'éditeur de StockShot. Il faut parler droit de diffusion et d'exploitation selon les pays, selon le format de diffusion. Est-ce que c'est diffusé en SVOD? Est-ce que c'est diffusé à la télé? Est-ce que c'est un film? Est-ce que ça va être en physique? C'est des forfaits, des tarifs différents et surtout des licences différentes. Donc, avec Delphine et notre équipe juridique, c'est aussi des discussions qu'on doit avoir. Une fois que ce StockShot est acheté, eh bien, nos équipes d'entrée-sortie le récupèrent et après, je le transmets à Chouk et à ses équipes de matte painting. Les équipes de matte painting et de compositing, évidemment, parlent entre elles. Le matte painting fait son boulot sur, comme il l'a mentionné tout à l'heure, il a peint la neige pour qu'elle soit plus en coucher de soleil. Et une fois que les éléments convergent dans le compositing, qu'il ne reste plus que le compositing, et bien là, ça va être des allers-retours avec le client. Je vais gérer les livraisons, les retours créatifs, toutes les notes que le superviseur général ou le directeur du show peut avoir. Et puis, une fois qu'on arrive à une version finale, et ben évidemment, on l'envoie une dernière fois au labo. Alors, sur ce shot, pour vous donner une petite idée, il y avait 47 versions de compositing. Et je parle uniquement de compositing, on ne parle pas du tout des versions de roto, de prep, de 3D, de matte painting. 47 uniquement de convergence de tous ces éléments en compositing. Donc voilà, entre chaque étape, et ben, simplement, j'interviens un petit peu. Et puis à chaque étape de la fabrication, on va vers cette livraison finale au superviseur général. Et peut-être que Florian pourra parler de la partie CG plus en détail. Alors, moi je me présente, je m'appelle Florian, je suis le superviseur 3D sur cette production. Donc, comme le rappelait Hugues, ce qui était très intéressant, c'était la variété. On n'avait pas une grosse quantité de CG à faire, parce que c'était essentiellement fait en matte painting et en 3D, 2D pour les décors. Donc en CG, on s'est essentiellement occupé des éléments un peu héros principaux, l'élément principal étant la montgolfière. Donc ça a été l'élément un peu, le challenge entre guillemets à reconstruire en full 3D. Donc le plan à l'intérieur de la rue dans les rues de Paris, pardon, qui est le plan de découverte de la montgolfière et l'un des seuls où on le voit à cette distance-là est si gros. Donc là, le défi là-dessus a essentiellement été de refaire évidemment la forme, la modélisation, sachant qu'en termes de référence, on était assez limité. On n'avait pas des tonnes et des tonnes de photos, évidemment. On n'avait pas de photos de montgolfière d'époque. On avait quelques dessins, quelques croquis. Mais le grand avantage de ce genre de plan, c'est la déco. J'ai trouvé que la déco a été assez exceptionnelle, enfin, assez belle, ce qui nous permettait d'avoir une base assez solide pour nous inspirer et pour refaire, par exemple, tout ce qui est l'aspect de la toile, est-ce qu'elle est sale, est-ce qu'elle est propre, sa couleur, sa texture, sa matière. Ça nous faisait une base très solide pour nous, en CG, pour reconstituer et reproduire la même chose. Donc on a dû la refaire en entière, cette montgolfière. On a dû refaire le basket qui est la base, et le ballon et les cornes. Donc là, dans ce plan-là où le ballon part dans le fond des Alpes, l'un des défis a été de refaire tout ce qui est au-dessus du basket, au-dessus du panier, et du coup de refaire un peu de simulation dans les voiles pour garder un peu de vie, qu'on n'ait pas des voiles trop statiques, qu'on n'ait pas cette sensation d'avoir juste un bloc qui se déplace au fond de l'image.
pour garder un peu de vie. Et vu que la lumière, vu que le fond a totalement changé comparé à la plaide que eux ils ont shooté, le fait de refaire le haut en 3D nous a permis de mettre ce rayon de soleil à gauche de l'image qui lui a donné un aspect totalement féerique et un peu fantastique à ce dernier plan du premier épisode. Après, en termes d'assets, dans cette série, on avait d'autres choses. On avait des bateaux qui ont été les deux gros éléments à fabriquer en 3D. Les bateaux à quai, ouais. Pas des bateaux qui se déplacent. Ouais. Des bateaux à quai qui étaient soit en début, soit en fin d'épisode, si je me souviens bien. Épisode 3, début fin. C'est ça, ouais. Ah ouais, c'est ça. Qui étaient les gros éléments, des gros assets à refabriquer. Et après, l'autre aspect intéressant, hormis la fabrication d'assets et la fabrication de la montgolfière, ça a été les différents plans. Pareil, on n'avait pas des tonnes, mais des plans, ce qu'on appelle FX, donc qui étaient de simulation. Donc le plan de la tempête de sable. Donc dans cet épisode-là, qui est l'épisode 3, donc, qui se déroule dans le désert, les protagonistes font face à une tempête de sable qui avance vers eux, qui va totalement les recouvrir à un moment donné. Donc le but de la comédie dans ce plan, ça a été de faire une tempête et de faire comme si on était en point de vue subjectif de la tempête. Donc on est sur la crête de la tempête et on la suit et on avance avec elle. Donc ce qui est compliqué, c'est en termes de référence, évidemment, on n'a pas des tonnes. Il y a peu de plans existants qui montrent ce genre d'effets, etc. Donc ça a été pas mal d'allers-retours entre la production, entre nos équipes en FX, entre Hugues, pour savoir quel rythme on donne, qu'est-ce qu'on voit pas, est-ce qu'on recouvre totalement les personnages, est-ce que la tempête est devant ou est-ce qu'on est dedans. Les allers-retours ont été assez nombreux, mais au final, ça marche plutôt bien. Même très bien. On est dans le flow de la tempête. Et l'autre séquence FX assez complexe à mettre en place, c'était celle-ci. Donc là, le but du jeu, dans la comédie, on a Phileas Fogg qui vomit sur son bateau. Malheureusement, les plaids qui ont été tournés sur une mer d'huile presque. Je ne peux pas dire de bêtises. Donc en termes de comédie, on s'est vite rendu compte qu'en mettant les plaids tournés, ça ne fonctionnait pas. Du coup, la décision a été prise de refaire totalement la mer en CG, en 3D. Et dans ce cas-là, le défi, c'est qu'on a une séquence d'une 20aine de plans où on doit avoir une mer cohérente tout le long de ces plans, avec une sensation de bateau qui avance, avec de l'écume en plus, qui, en termes de simulation, est assez compliqué parce que l'écume est assez proche, parce qu'on veut garder une grande ligne droite blanche, et la simulation fait qu'on ne fait pas exactement tout le temps ce qu'on veut. Donc, pareil, pas mal d'allers-retours entre la production, entre nous. Et par contre, ce qui est intéressant de refaire la mer en CG, c'est qu'en termes de lumière, on a pu vraiment mettre une vraie intention en mettant vraiment un soleil à gauche, alors que sur les plays tournés, c'était un peu moins marqué que ça. Et on a pu vraiment rejouer le lighting un peu comme on voulait. Ça permettait d'avoir une plus belle description de la falaise en arrière. Une plus belle silhouette sur sur les colonnes du fond. Et donc enfin, concernant le compositing, donc le compositing, c'est l'étape qui consiste à rassembler tout ce qui a été préparé en amont par les équipes d'environnement pour les décors, soit en mat, soit en 3D. Les éléments 3D à proprement parler pour les FX ou pour les accessoires ou les véhicules, etc. Et ensuite les rassembler pour les mélanger avec ce qu'on appelle la plate, la figure en français, donc l'élément tourné. Alors dans cette séquence, en fait, on a un exemple de travail qui est mené quasi exclusivement par le compositing, parce qu'on avait 2 passes au tournage. On avait donc cette passe avec une source de lumière réelle, donc qui interagit avec le sol et avec la comédie. Au tournage, donc Jean-Louis Autrey, qui était le superviseur sur le tournage, a fait tourner une flamme, un élément de flamme sur fond noir assez important, pas aussi grand que ce qu'on suggère dans la séquence finale, mais une flamme d'à peu près 4 mètres, 4 mètres 50 de hauteur, donc c'était déjà une bonne dimension. Malgré tout, il fallait qu'on améliore cette flamme tournée, parce qu'il manquait parfois l'extrémité de la flamme, elle était légèrement coupée en haut du cadre. C'est souvent assez difficile au tournage de cadrer convenablement un élément FX, parce qu'on se rend compte seulement qu'une fois que la flamme se développe, que la focale n'est pas assez large ou qu'on n'est pas assez loin.
Et on avait ensuite un travail à mener sur le contact entre cet élément de flamme tournée et le sol. Et là, pour le coup, ce qu'on voit, en fait, c'est un travail de pur matte painting 2D qui consiste à marquer très légèrement les limites de la flaque de pétrole supposément enflammée, donc par un léger rebord en fait de quelques centimètres qu'on peut percevoir dans le plan qu'on voit juste avant. Et ce rebord est matérialisé par une très très légère ombre en fait produite par la source de lumière correspondant aux flammes. En fait. Voilà, et donc c'est ce qui nous a permis de mener ces 3 plans. Voilà, donc moi je voulais remercier l'équipe parce que c'est vrai que ça a été quand même une expérience assez intéressante, comme on l'a dit, du fait des effets, de la diversité des effets, mais aussi en termes, vu que ça a été très long. Donc ça a été un voyage, on a tous voyagé un petit peu ensemble durant on va dire, cette année, voire même un peu plus. Je voulais aussi remercier Jean-Louis Autret, donc superviseur général sur le projet, et Christina Krassaris, avec qui on a eu vraiment un travail collaboratif. Et bon, il y a eu une confiance qui s'est établie. On a vraiment pu, même si ce n'était pas toujours évident, parce qu'il fallait rester dans les contraintes, comme on l'a dit, budgétaires. Mais je pense je pense qu'ils nous ont fait confiance et que du coup, le travail a été je pense que ça s'est bien passé dans l'ensemble pour tout le monde, en fait. Je pense qu'on a eu une vraie collaboration et oui, je crois qu'au niveau de nos interlocuteurs au montage et au niveau des réalisateurs, je crois qu'ils étaient satisfaits de ce qu'on apportait. Tout à fait. Et puis, on avait l'impression que nos efforts portaient leurs fruits. Donc, ils étaient satisfaits de ce qu'on livrait, de ce qu'on fabriquait. Donc, c'est toujours agréable à entendre. Je voulais aussi parler un peu de la partie post-production d'NPC qui était à Hauteville et qui a géré toute la partie labo, donc l'étalonnage, gestion des rushs, je ne sais plus, mais en tout cas, tout ce qui est livrable, je pense qu'il y en a eu beaucoup. Comme c'est un projet qui a été internationalement diffusé, bah forcément, mais c'était assez très intéressant et assez agréable voilà. Et puis, en dernier lieu, on a eu un prix. On a eu un prix, donc on est content aussi pour ça. Voilà. Donc, il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner, c'est la production, fédération, que je n'ai pas dit au début. Donc voilà, je voulais aussi les remercier d'avoir fait confiance à NPC pour ce projet. J'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà. Eh bien, merci de nous avoir suivis. On espère que ça vous a plu.